Bienvenue à ce deuxième panel sur les implications de la digitalisation sur l'assurabilité du risque et sur l'industrie de l'assurance. J'aimerais commencer, avant nos discussions avec le panel, j'aimerais faire quelques remarques d'introduction sur la numérisation et l'implication pour l'assurabilité du risque. Pour l'industrie de l'assurance, la digitalisation aura un impact concret. C'est important car on est un secteur dont l'actif principal ou la matière première pour être opérationnel, c'est les données. Et maintenant, on a le big data, beaucoup plus de données de différentes sources et formes, avec de nouveaux outils et méthodes pour travailler sur ces données. Par exemple, les analytiques, machine learning, l'intelligence artificielle, ce qui ouvre la voie à des tas de possibilités pour notre secteur, mais comme d'habitude, des possibilités également de certains défis pour nous et des possibilités, d'opportunités pour en bénéficier. Et j'aimerais soulever trois bienfaits qui viennent du big data, des métadonnées, le machine learning, l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies. Alors d'abord, le big data et les nouveaux outils vont nous permettre de réduire l'asymétrie d'information qu'on a constatée depuis la décennie entre les politiques, les régulateurs et les assureurs, ce qui fait que ça rendra plus efficace. L'assurance, un exemple à ce propos, serait la détection de fraude, étant donné qu'on a plus de données grâce aux métadonnées, qu'on a de meilleures analyses et l'artificielle intelligence qui est meilleure, c'est plus facile pour les assureurs d'identifier les assurés qui nous fraudent, et surtout dans le domaine des sinistres. À la suite de quoi on devient plus efficace, on peut réduire les primes pour la majorité des autres assurés qui ne sont pas en train de frauder. Un deuxième bienfait, c'est que euh, on a une meilleure compréhension grâce aux données sur les risques. On comprend mieux surtout quels sont les éléments qui font que le risque se concrétise. Donc la prévision peut augmenter. À partir de là, on peut augmenter l'assurabilité. À ce moment-là, on peut élaborer des produits et la couverture des risques pour des risques qu'on ne pourrait pas couvrir par le passé. J'ai en tête, par exemple, les risques météo, où on commence à travailler avec des modèles prédictifs et en ayant des meilleures prévisions sur des événements externes, et également dans l'assurance, dans un autre domaine où on comprend certaines maladies par rapport à la santé, par rapport à la vie de tous les jours. Le troisième bienfait ou avantage, en plus de l'assurabilité des risques additionnels, c'est que en recueillant plus de données, en ayant plus de données à sa disposition sur les assurés, sur les clients ou clients potentiels, et à partir de là, on peut mieux comprendre la situation des personnes et créer une couverture et des produits qui soient mieux adaptés à la situation personnelle. On peut donc mieux personnaliser notre offre. Un bon exemple de cela, et c'est les télématiques qui sont utilisées dans l'assurance des voitures et des conducteurs, les télématiques, ce qui nous aide à mieux comprendre les comportements des assurés, s'ils sont en train de conduire, et à ce moment-là, où ils conduisent et quand on peut à ce moment-là tarifer notre couverture selon ces profils de risque particuliers des assurés. Donc une meilleure compréhension des risques en général. Cela peut également vous donner de nouvelles opportunités. Cela peut nous amener à la prévention de meilleure façon et peut nous aider aussi à soutenir les assurés ou les individus intéressés. Ceci pour, comment dire, leur donner des indications sur la façon de se comporter de sorte qu'ils soient soumis à moins de risques. Donc, en fin de compte, c'est une évolution positive car finalement, ça permet à notre secteur de vraiment apporter quelque chose d'autre à la société, comme la prévention et le soutien à l'atténuation des risques ou aider les risques en tout cas, aider les personnes plutôt, les gens à être moins soumis à des risques. Donc c'est quelque chose qui est un bienfait pour nous et créer plus de confiance en fin de compte. Cependant, les avantages ont également
des inconvénients. Et de ce côté-là, il y a trois éléments. Le premier c'est le côté personnalisé, le côté privé. Si on a toutes ces données à disposition, et bien sûr, il est essentiel qu'on utilise comme il faut ces données et quelle est la transparence qu'il faudrait avoir par rapport à l'utilisation des données des clients et avec les conséquences que cela entraîne. Et en deuxième lieu, l'individualisation en ayant justement ces données sur des personnes précises, sur des risques précis, cela permet la création, comme je l'ai dit avant, de produits adaptés à certaines personnes, ce qui est bien en principe, mais en même temps, il y a des clients qui sont soumis à des risques particuliers, par exemple à des prédispositions qui ne peuvent pas modifier étant donné leur comportement. Ils ont une prédisposition et ce genre de risque peut mener à une prime élevée en matière d'assurance pour ces personnes en tant qu'assureurs et à la société et aux politiques, c'est à eux de réfléchir comment on veut faire face à ce genre de situation. Et le dernier point à présent, c'est un enjeu très important et qui est le cyber-risque. La numérisation donne beaucoup de leviers pour améliorer les choses, beaucoup d'opportunités, beaucoup de modèles opérationnels, mais en même temps, il y a ce risque, ce cyber-risque, et c'est un risque qu'on examine et qu'on observe de très près, et on doit faire face à cela. Donc finalement, j'aime bien me référer à une étude à ce propos que l'association a publiée il y a quelques mois, et c'est sur notre site web qui s'appelle Les implications pour l'innovation, la concurrence et l'aspect privé des choses. Donc, j'aimerais maintenant passer à nos intervenants. Je suis très heureuse d'avoir ce groupe d'experts avec nous, à mes côtés. J'aimerais vous les présenter. D'abord, Homara Akbari, qui est la présidente et directeur général d'Aknola Partners, et puis Pierre de Villeneuve, à côté d'elle, président de BNP Paribas Cardiff. Ensuite, Shirin Khouri Haq, qui travaille chez Lloyds, et Victor Saporta, présidente du comité exécutif de l'IAIS. Homera, si je peux commencer avec vous directement, j'aimerais avoir votre avis, votre tableau d'ensemble sur la façon dont la numérisation a modifié notre secteur de l'assurance aux États-Unis et où vous voyez des comparaisons ou quelles évolutions vous attendez en Europe en matière d'assurance et où pensez-vous qu'on peut apprendre quelque chose en tant que secteur de l'assurance? Est-ce qu'il y a d'autres assurances qu'on peut utiliser en matière de comparaison? D'abord, bonjour à tout le monde. Je suis une technologue. Je suis dans la technologie, je ne fais pas partie de l'industrie financière, sauf que je fais partie du conseil de la Banque Santander et je vis aux États-Unis, dans la ville de New York City. C'est pertinent, d'ailleurs je vais vous en parler tout à l'heure à ce propos. Et dans l'industrie de l'assurance, lorsque je vais parler du point de vue du technologue, donc ça va être peut-être un petit peu provocateur ce que je vais dire, mais c'est l'objet de ma présence ici en tout cas. Et alors le point de vue de la technologie et de l'assurance, il n'y a pas eu de changement pendant 120 ans et il n'y a toujours pas de changement. Si on y réfléchit, eh bien moi je dirigeais une activité en France qui s'appelait Thales Telematics, avec qui valait quelques 100 millions en chiffre d'affaires, et on était dans différents pays, y compris la Grande-Bretagne et l'Afrique du Sud. Et à l'époque, déjà, et c'était en 2003, on était déjà en partenariat avec IBM pour créer quelque chose pour une compagnie d'assurance à partir du Grande-Bretagne. Ça a été déployé et c'est un peu le récit. Nous, on pense qu'on parle de la technologie, nous, les assureurs en tout cas, on parle, mais on ne déploie pas les choses comme il faut. On y viendra dans quelques instants. C'est comme ça que nous, les technologues, on pense aux choses. Et je pense malgré tout, plus j'y réfléchis et plus je préparais cette intervention aujourd'hui et je pense vraiment que vous êtes face à un tsunami et qui se concrétisera et à différentes couches et de différentes façons, croyez-moi, par rapport à ce que vous attendiez. Lorsque tsunami
vous frappera, je ne sais pas quand, ça peut être dans 3 ans, dans 2 ans ou dans 5 ans. Mais en tout cas, ce ne sera pas d'ici 20 ans, c'est sûr. Donc c'est une question d'années à présent. Et la raison pour laquelle j'en suis consciente, c'est que si vous envisagez les choses, et c'est un benchmark, un indice que vous pouvez toujours utiliser, c'est combien est-ce qu'il y a de la capital risque investi dans votre secteur. En 2015, ça a quadruplé à quelques 2,6 milliards environ. Et 2016, c'était 1,7 milliard. Et ensuite, à ce jour, c'est pratiquement 2,6 milliards à nouveau, donc c'est vraiment en hausse. Alors, quelques points intéressants à ce propos. Même à ce jour, l'argent a été investi il y a eu 200 acteurs. 1 milliard des 2,2 milliards étaient dans 10 acteurs, j'y reviendrai. Root qui vient de lever 100 millions de dollars et valorisé à 1 milliard. Sa société n'existe que depuis 2015. Donc je pense vraiment, pour résumer la situation, je pense vraiment que l'assurance était dans le web 0.0 et ça a commencé à 1,0 il y a quelques années, mais le 1.0 va commencer à donner des résultats et on va passer au 2,0. Ce sont les caractéristiques de ce web, de passer du 1.0 au 2.0. Donc, si je devais résumer un peu les choses et parler de la numérisation, la digitalisation, quels sont les impacts de la digitalisation sur l'assurance? Je diviserai ma réponse en trois parties. La première, c'est assez classique, bien que le secteur de l'assurance soit un peu à la traîne par rapport aux services assez clairs, les services financiers ou le secteur banquier. Le premier point, c'est l'utilisation. En fait, ça passe par l'utilisation technologique pour vous, pour améliorer l'efficacité, la productivité, diminuer les coûts dans le back-office ou le front-office. Donc, que ce soit les sinistres ou la souscription et la gestion des sinistres. Et évidemment la gestion des politiques, donc des couvertures, pardon. Et vous voyez certaines startups qui tirent leur épingle du jeu, qui apportent de telles solutions. Mais bon, vraiment, les apporter aux clients directement, ce qui représente un point de rupture. Mais vous devez l'utiliser. Et voilà, on aura une personne informatique qui va nous parler de cela. Enfin, qui pourrait parler de cela jusqu'à la fin des temps, mais ce n'est pas quelque chose qui est très différent de ce que d'autres secteurs utilisent, que ce soit le machine learning, l'intelligence artificielle, le blockchain. Bon, deuxièmement, la digitalisation a certains impacts sur le secteur de l'assurance. C'est en fait l'engagement avec le client qui est impacté. Donc, c'est une faiblesse dans le secteur de l'assurance car vous ne connaissez pas vraiment les clients, car vous passez par le biais de tellement de courtiers aux États-Unis en l'occurrence. L'assurance, en fait, oui, a des relations plus directes avec les clients, mais en général, l'assurance travaille par le biais de courtiers. Et l'industrie du voyage n'a pas été intimidée dans les années 80. Et aujourd'hui, dans les années 2000, l'assurance voilà, est un peu à la traîne ici. Et quelquefois, de 20 à 30% en fait, sont retirés de la top line ici des chiffres d'affaires lorsque les marges vont vraiment être sous pression, sous attaque. Et c'est déjà le cas aujourd'hui. Ça va peut-être venir. Nous allons y revenir un peu plus tard. Et alors, à ce moment-là, on voit vraiment de grands points de rupture avec des sociétés des startups qui disent, voilà, vous savez, l'âge moyen des consommateurs, c'est quoi? C'est 34 seulement. Et voilà, je vais passer aux milléniaux, je vais leur apporter des polices d'assurance par le biais des outils mobiles. Et lorsque vous réfléchissez à toutes ces startups, et la raison pour laquelle ils connaissent un tel degré de réussite, voilà, le mobile tout d'abord, le pricing, la tarification agressive, le partenariat, et des exigences réglementaires positives avec un bon environnement qui va à la clé. Donc voilà. Le troisième domaine où la digitalisation peut avoir des impacts, et c'est là où le point d'impact, le point de rupture est très important ici. Ça change votre modèle d'affaires. Pas totalement de alpha oméga dans le sens où... Voilà, en fait, il y a des choses que vous offrez, mais de façon... En fait, il y a des différences ici. Les médias sociaux, voilà, tout cela, ça va changer. En fait, ils essayent encore aujourd'hui de changer, mais en fait, bon, voilà, ils vont quand même changer, modifier la façon dont le secteur de l'assurance va fonctionner, va travailler. Et à titre d'exemple, dans le secteur automobile, commence à impacter les trois domaines que j'ai mentionnés, oui, les trois domaines que j'ai mentionnés. Donc en fait, il y a plusieurs façons
ou les startups automobiles ou les startups. En fait, les startups ont pu impacter l'automobile. Tout d'abord, c'est la façon. En fait, au départ, c'est ce que j'essayais de faire en 2003, c'est-à-dire des appareils télématiques que vous avez déjà mentionnés tout à l'heure, qui pourraient nous aider à comprendre le comportement des conducteurs et qui se basait sur le mode d'usage et l'assurance. Bon, ça a été assez étapiste aux États-Unis. C'était un des premiers secteurs qui a adopté cela. Aujourd'hui, la plus grande société télématique se trouve en Italie. Ça s'appelle Octa Télématique. Et on a vu une très bonne croissance en 2010 à 2013. Et j'appartiens à ce secteur. Voilà, acheter des sociétés, je travaille avec les private equity et certaines de ces sociétés ont disparu parce que le secteur de l'assurance après 2014 a dit oh, je ne suis pas sûr de rentrer dans les télématiques ici, c'est trop cher, et change mon modèle de rassemblement des risques, je fais moins d'argent, je ne veux pas donner. En fait, voilà, donner des primes moins onéreuses pour les gens à moindre risque, car j'ai besoin de ces primes. Voilà. Et c'était une façon de ne pas vouloir vous cannibaliser. Et ce secteur a stagné. Mais bon, partiellement parce que le secteur de l'assurance ne voulait pas. Mais d'autre part, il y a aussi les gens qui étaient déboussolés par la technologie. Les téléphones mobiles, en fait, on peut faire la même chose que les black box grâce à votre mobile. Et le coût est zéro. Dans le secteur automobile, vous avez donc toute une série de sociétés technologiques qui ont tenté d'apporter des technologies au secteur de l'assurance. Et ça a été douloureux. Ils se sont battus. Pourquoi? Parce que les sociétés d'assurance ne voulaient pas toujours adopter les technologies autant qu'ils auraient pu. Et à ce moment-là, vous avez eu toute une série d'autres parties qui ont été frustrées, qui se sont dit, voilà, je vais le faire moi-même. Et voilà. Metromiles en Californie, à titre d'exemple, qui vous offre des solutions. Ils ont connu une bonne croissance, voilà. Et ça a bien fonctionné, voilà. Bon, ils ont un peu ralenti les choses, mais bon, il y a eu des coups à la clé parce que voilà, mais il y aura quand même un point de pivot ici, ça deviendra très intéressant. Une autre société, Root, R-O-O-T, dans l'Ohio, c'est un autre exemple. C'est pas la Silicon Valley, c'est en Ohio. Et, $1 milliard, voilà, en 2015, voilà, ils ont apparu. Ils ont utilisé un système de notation pour totalement changer le scoring, pour totalement changer leur façon d'appréhender les primes d'assurance, enfin les primes en général. Et je pense qu'ils ont pu diminuer les risques grâce à l'intelligence artificielle. Ils ont pu ainsi identifier les risques et diminuer les coûts. Donc, soit dit en passant, qu'est-ce qu'ils font? En fait, c'est tout à fait mobile, c'est-à-dire que toutes les politiques, toutes les couvertures passent par les mobiles, les outils mobiles. Donc, le secteur automobile, et je peux vous donner d'autres exemples concernant le secteur ici. Je pense que c'est très intéressant ici. Ça nous aide quand même à démarrer le débat, en tout cas. Donc, c'est très intéressant, des exemples très intéressants. Et je suis impressionné par tout l'argent qui est utilisé ici. Mais certaines compagnies d'assurance investissent dans l'InsurTech. Et à partir de là, Pierre... basé sur les données. Où voyez-vous les principales opportunités de cette numérisation pour élargir notre rôle dans la société, aussi l'offre de notre industrie, et surtout comment les clients peuvent-ils en profiter? Il n'y a pas le moindre doute, nous allons avoir beaucoup d'opportunités, et avec une responsabilité sociale très forte. D'une part, en tant que preneur de risques, nous allons offrir plus de services et plus de prévention. Et d'autre part, le champ de la protection offerte par l'assurance va s'accroître par des risques connus aujourd'hui, mais difficilement assurables aujourd'hui, et par des nouveaux risques. Alors, je ne vais pas trop évoquer l'aspect service, l'aspect prévention, deux domaines importants, mais dans lesquels les assureurs font déjà preuve de beaucoup d'initiatives. En ce qui concerne la protection, la richesse des données, et la richesse également, le nombre, la multiplication des algorithmes, font que nous allons offrir donc des produits plus personnalisés et à garantie et à service identique avec
des baisses de tarifs. Baisse de tarifs liées à la baisse de la sinistralité avec l'intelligence artificielle et la baisse des coûts avec, vous l'avez évoqué, l'automatisation donc de beaucoup de procédures, de services, et avec, bien entendu, le fait que les assurés vont pouvoir de plus en plus accéder directement aux réponses dont ils ont besoin. Mais peut-être le plus important, et vous l'avez également évoqué, c'est qu'en fait, nous allons rentrer dans une nouvelle approche de l'assurance. Nous allons tarifer non plus simplement en prolongeant, je caricature un peu, les observations du passé, mais nous allons pouvoir travailler véritablement à partir d'hypothèses prédictives. En d'autres termes, nous allons pouvoir proposer une gestion dynamique de nos garanties avec des ajustements donc fréquents pour nous adapter aux nouvelles situations financières et à l'évolution des besoins des assurés. Dans ce nouvel environnement, les actuaires vont pouvoir travailler de façon beaucoup plus précise grâce à la data science, grâce justement aux objets connectés et en intégrant des données, entre autres, comportementales. Alors, les progrès, ils vont toucher tous les secteurs de l'assurance. Vous me direz, avec quelle rapidité ? La rapidité va dépendre de la capacité d'adaptation de tous les acteurs à cet écosystème. Et dans les acteurs, certes, il y a les assureurs, puis il y a les distributeurs, et il y a surtout les prestataires de services, et puis les autorités réglementaires, les autorités prudentielles. Ça a été largement abordé lors de la table ronde précédente. Vous voyez qu'en quelques minutes, j'ai évoqué donc plus de services, plus de prévention, meilleure personnalisation, des tarifs plus bas et des garanties ajustables. Ça fait déjà beaucoup de pistes de progrès. Je souhaite compléter par 3 autres voies de progrès. D'abord, l'éloignement des limites de l'assurabilité. C'est le thème d'aujourd'hui, tellement il est important. Après, la capacité des personnes ayant des capacités donc, financières réduites à accéder à l'assurance. Et puis enfin, autre piste de progrès, les nouveaux risques. Sur le premier point, ça a été déjà abordé ce matin, bien entendu, c'est là où nous devrions avoir des progrès très importants, avec toute la richesse des données. Mais ça dépend de l'accessibilité aux assureurs à ces données. Avec les objets connectés, bien entendu, ces objets vont fournir beaucoup d'informations. Bon. Et ceci dans tous les secteurs d'activité. Vous avez cité l'automobile, parce que c'est effectivement, c'est là où peut-être nous allons pouvoir bénéficier d'informations très très riches, mais ça touche bien tous les secteurs. Et d'ailleurs, le président Bernard Smith ce matin a abordé indirectement le risque agricole, où là aussi, avec les objets connectés, nous allons avoir beaucoup plus d'informations. Mais il y a des freins. Les freins sont soit liés aux échanges, aux discussions, négociations, conflits d'intérêts entre industries, d'une part, et puis des freins qui ont été abordés ce matin, qui sont des freins de nature réglementaire. Aujourd'hui, sans attendre effectivement encore demain, nous avons beaucoup de données dans le domaine de la médecine auxquelles les assureurs ne peuvent pas accéder sous forme anonymisée, sous une forme non exploitable commercialement. Ce qui est regrettable, puisqu'il y a des risques totalement assurables, sous condition que les assureurs puissent accéder à ces données. Autre point sur l'accessibilité à l'assurance, la microassurance de la part des personnes ayant des capacités financières réduites. Je trouve formidable de voir ce que fait la filiale de Cardiff en Inde, où nous proposons des offres d'assurance moyennant des cotisations inférieures à 1 euro par mois, mais à des personnes qui ont véritablement besoin de protection, avec un produit simple, facile à comprendre, facile à souscrire, pouvant accéder facilement aux prises en charge en cas de sinistre. Nous pouvons, en Europe, développer davantage l'assurance auprès de plus de personnes, y compris donc des personnes ayant des capacités financières réduites. Et en ce qui concerne le troisième point que je souhaitais traiter, eh bien, c'est bien entendu les nouveaux risques. Ça a été largement abordé ce matin, vous l'avez abordé également, c'est tout ce qui concerne les attaques sur les données, ça concerne tout ce qui est autour des algorithmes,
les attaques, les dysfonctionnements, les mauvaises utilisations de ces algorithmes. Ces deux derniers points sont importants, hein, parce qu'on parle beaucoup d'attaques, mais il y a tout de même l'utilisation même de ces algorithmes qui posent problème. C'est tout ce nouveau monde de la cybersécurité, la cyber-risque, qui nécessite des préoccupations, parce qu'il y a beaucoup de... Ça a été évoqué également ce matin, il y a un vrai besoin. Alors c'est un vaste sujet, mais un sujet très complexe. Complexe du fait de la nature même des origines potentielles des sinistres, ça a été évoqué, la cybercriminalité, la cyber-espionnage, tout ce qui concerne le sabotage, la malveillance. Autre complexité, c'est bien entendu le fait qu'il s'agit de problèmes qui dépassent chaque pays, hein, c'est un problème national. Complexité liée à la multitude des sites informatiques, des applications, sans oublier bien entendu les liens avec l'extérieur, que ce soit nos partenaires ou tout autre prestataire. Et puis, bien entendu, complexité dans la définition même des garanties. Hein. Les garanties, c'est essentiellement, certes, la responsabilité civile, certes, c'est la perte d'exploitation, mais il y a bien d'autres garanties qui peuvent être proposées. Et puis, complexité liée à la nécessité d'offrir également des services en prévention et des services en cas de crise, car il faut absolument aider les assurés dans leur réactivité face à une crise. Voilà, en ce qui concerne la digitalisation, nous avons beaucoup d'opportunités, mais j'insiste, avec un très gros travail, ça a été évoqué ce matin aussi, de transformation et d'innovation. Et compte tenu des enjeux, compte tenu des forts besoins pour les particuliers et pour les entreprises, il me paraît absolument indispensable que nous soyons tous d'accord sur considérer que ce travail de transformation et d'innovation devrait être prioritaire dans l'intérêt social, effectivement, des particuliers et des entreprises, quitte à décaler certaines initiatives peut-être bonnes, mais ayant une moindre valeur ajoutée sociale. Merci beaucoup. Merci Pierre. So what I hear is a lot. Donc d'après ce que vous dites, il y a beaucoup de possibilités, beaucoup d'opportunités, et avec beaucoup de travail à la clé qui doit être réalisé, et c'est assez urgent, mais d'après ce que j'ai compris, il y a également de nouveaux risques tels que le cyber-risque. J'aimerais utiliser ce point afin de me tourner vers Shiren ici et lui demander comment elle peut appréhender les conséquences de ces nouvelles technologies ici, dans et autour de notre secteur, ici, plus particulièrement les cyber-risques, peut-être d'autres risques également. Nous, en tant qu'assureurs, on peut également jouer un rôle dans l'atténuation des cyber-risques. Que pouvons-nous faire, nous, pour promouvoir un environnement beaucoup plus sûr en matière de cybercrime? Et à quel point avons-nous fait des progrès? Comment pouvons-nous vraiment atténuer ce risque? Merci beaucoup pour la question. J'aimerais rebondir sur ce que Pierre a dit. Mais ce que vous avez dit également était très utile. Et si vous vous penchez sur ce que nous faisons peut-être au MERA, sur ce que nous faisons chez Lloyd sur le marché de l'assurance à Londres, vous pourriez peut-être être surprise à quel point nous faisons ici avec les technologies. Et alors peut-être que nous en parlerons un peu plus tard. Mais bon, voilà, maintenant on va revenir à nos moutons concernant le cybercrime. Nous avons parlé de la façon dont pratiquement tous les secteurs, et vous pourriez peut-être dire que les secteurs en dehors de l'assurance, peut-être vont plus loin. Ils dépendent de la technologie digitale et comment est-ce que les sociétés peuvent améliorer leur efficacité, réduire les coûts et ouvrir d'autres marchés et les rend beaucoup plus vulnérables à des cyberattaques. Bon, pardonnez-moi, je regarde mes notes car j'aimerais vous donner des chiffres concernant tout cela. Donc, les chiffres aujourd'hui sont très différents de ce qu'ils étaient auparavant, il y a 40 ans. Et c'est 1975, les actifs pour le SAP 400 ici, c'était 83% et 17%. Donc, tangible et intangible. En fait, aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. C'est 16% corporel et 84% incorporel. Et donc, les données, je ne parle pas des stocks physiques ici, ou tangibles, ou les infrastructures. Ici, les données représentent les actifs très importants pour les grandes organisations, et c'est valable également en dehors des États-Unis. Et donc, si vous réfléchissez à Skype, par exemple, Skype représente le plus grand outil, la plus grande société en matière de télécommunications dans le monde, avec aucun réseau, aucun réseau de télécommunications. Netflix, aujourd'hui, représente le plus grand cinéma du monde, avec aucun cinéma à la clé, ici, cinéma physique. Donc, en fait, les actifs de ces sociétés sont numériques, digitales,
et leur valeur se base sur leurs systèmes informatiques, leur propriété intellectuelle, leurs données et leur réputation et leur marque, leur image de marque. Et le cyber représente un grand risque auquel on fait face aujourd'hui dans le monde des entreprises. Et ce n'est pas vraiment une question de si ou de mais. Si la société est attaquée, non, c'est simplement une question du quand. Quand il y aura une violation ici ou une attaque. Et nous qui travaillons dans les opérations informatiques, nous comprenons cet état de fait et nous prenons tout ça au sérieux. Nos études nous montrent qu'en 2016, les cyberattaques coûtaient à hauteur de 450 milliards de dollars par an. Aujourd'hui, sauf s'il y a une législation et s'il y a vraiment un bon rapport de ces évaluations, on ne sait pas vraiment, on ne connaît pas vraiment les chiffres exacts. Ce sont vraiment des estimations ici. Les sociétés peuvent perdre des affaires, peuvent vraiment être vulnérables avec le prix des actions dégringoler, avec une réputation totalement réduite à néant si il y a une cyberattaque qui vient totalement détruire leur système. Et non, on sait tout cela. Vraiment, ces grands incidents cyber ici qui passent par le fuitage d'informations clients qui vraiment a un impact sur les centres de fonction, aussi, les centres fonctionnels. Equifax, Yahoo, Google, Facebook, on sait ce qui s'est passé chez eux. Ce sont vraiment des noms internationaux et des sociétés technologiques et ils sont également sous attaque ici. Réfléchissez à ce qui peut se produire chez les clients maintenant, qui ne sont pas des sociétés technologiques. Et donc, par conséquent, après tout cela, donc après cette violation de 2D chez Facebook, l'action, en fait, ils ont perdu 13 milliards de dollars du jour au lendemain. C'est vraiment un montant énorme, un impact énorme, et ça peut vraiment être totalement catastrophique. L'agence juridique au Panama, qui était dans les Panama Papers, c'était une société qui malheureusement a perdu des millions d'informations clients. Elle ne pouvait pas survivre suite à cela. C'était une compagnie qui avait 40 ans. C'était la plus grande société en matière de services offshore. Et maintenant, elle ferme ses portes. C'est terminé pour eux. Lloyd récemment a publié un index des risques, City Risk, avec 22 risques humains et leurs impacts sur 279 villes dans le monde. Elle montre ici que les cyberattaques représentent le risque numéro 7, ici, le 7e risque au niveau mondial. Et 37 milliards, ça représente en fait 37 milliards en matière de PIB à Paris. On pense que c'est vraiment le 3e plus grand risque après une crise financière, ou après donc une crue. Et ça représenterait plus d'1 milliard de dollars. En matière de risque, les réglementations deviennent de plus en plus sévères. Ici en Europe, nous parlions de cela auparavant et nous avons vu l'introduction ici de la réglementation RGPD. Et c'est vraiment une norme très très sévère ici avec les données des clients qui sont en jeu, avec une amende très sévère s'il y a violation. Et nous pensons que le cybermarché a explosé ici. Nous avons publié chez Lloyd le Public Blackout Report l'année dernière qui s'est penché sur les impacts des affaires d'assurance d'une cyberattaque, par exemple, sur le réseau. Et nous estimons que le coût sur l'économie américaine pourrait être entre 240 milliards à 1 000 milliards de dollars, si vous pensez à la contamination, l'effet contamination d'une violation centrale ici. Donc nous pensons que une cyberattaque mondiale générerait 53 milliards de dollars de pertes, de préjudices, et ce qui serait l'équivalent d'un ouragan désastreux, et voilà pour donner des éléments d'équivalent. Et alors que le risque de préjudice sont colossaux, le besoin d'assurance cyber en matière de cybersécurité nous paraît en demande très forte. La majorité des préjudices ne sont pas assurés. Et ceci laisse des lacunes de dizaines de milliards de dollars et de vraies opportunités pour le marché assurantiel. Lloyds, aujourd'hui, estime que le marché de la cybersécurité pourrait être entre 3,5 milliards d'ici à 2020, mais certains analystes pensent que cela pourrait même être beaucoup plus élevé. Lloyds est à l'avant-garde, 43% de part de marché en prime acquise, 80% provenant des États-Unis, 6% venant du Royaume-Uni et 1% seulement venant de l'Europe occidentale. Le reste du marché étant pris par des acteurs du reste du monde.
La raison pour laquelle nous avons une telle partie de notre activité aux États-Unis est que 46 sur les 50 États américains ont des exigences réglementaires et 3 réglementations sont directement ciblées au marché de l'assurance. En comparaison, nous avons beaucoup moins d'exigences en matière d'assurance ici en Europe. J'ai été ravi d'entendre Sergio disant que la Commission européenne allait mettre en œuvre des mesures, ce qui devrait permettre une plus grande pénétration du marché de la cybersécurité. Le RGPD va stimuler cela davantage. Quelques minutes supplémentaires sur Lloyds. Lloyds, comme je l'ai dit, a une part de marché très importante sur ce marché. Nous avons 75 cyberassureurs aujourd'hui qui sont des experts dans ce domaine. Et c'est la façon dont nous fournissons nos services sur ce risque de la cybersécurité. En termes d'opportunités pour les assureurs, nous pouvons en parler, mais il y a également d'autres éléments importants. Les technologies évoluent au niveau quotidien extrêmement rapidement et les compétences des organisations criminelles en matière cyber accumulent également de l'expertise et vont de plus en plus vite. Les assureurs ont besoin de s'assurer qu'ils connectent toutes les informations possibles afin de couvrir ce risque. Le volume de données sensibles, la valeur de ces données sont des éléments très difficiles à quantifier et les préjudices, les pertes de ces données en fonction des domaines sont également très difficiles à quantifier. On a besoin de comprendre les protocoles de sécurité suivis par les entreprises, les motifs des attaques, des piratages, les géographies, la vulnérabilité des maillons de la chaîne de valeur avec l'effet de contagion. Si vous êtes lié technologiquement par un de vos partenaires, s'ils sont piratés et si le pirate utilise leur passerelle vis-à-vis de vous pour vous pirater, comment est-ce que vous vous protégez? Comment est-ce que vous quantifiez ce risque? Comment est-ce que vous protégez vos clients? Qui est responsable et qui paye les sinistres? Ce sont des éléments très complexes auxquels nous devons réfléchir et répondre. Donc en conclusion, c'est une menace très présente, très réelle. Les Européens ont besoin d'aller plus vite, ce qui n'a pas encore été le cas, et nous devons aider nos clients et nos prospects aujourd'hui ne comprennent pas dans sa totalité le risque ou ne recherchent pas des solutions parce qu'ils ne comprennent pas la totalité de ce risque. Et nous avons une responsabilité de les aider à comprendre et de réduire ce risque. Et lorsque les choses se passent mal, de les aider à restaurer leurs activités. Merci pour cette présentation très claire et pour les données, les informations que vous avez partagées. Et c'est vrai qu'avec les données, avec l'information, on se rend compte de l'importance de ce risque et combien peu d'entreprises se sont assurées dans ce domaine et quelles peuvent en être les conséquences. Vicky, ayant entendu ce tsunami à venir, dans les années à venir, les mesures que les assureurs peuvent prendre et doivent prendre pour intégrer davantage des solutions de digitalisation pour mieux servir les clients, les sociétés, et notamment face au risque de cybersécurité gigantesque qu'il a. Quel est le sentiment des régulateurs, des superviseurs? Comment est-ce que vous abordez cette numérisation de l'assurance? Est-ce que vous voyez des limites dans la numérisation, dans la digitalisation du secteur assurantiel? Nous avons également parlé de digitalisation via la mise en place de plateformes par des acteurs opérant des acteurs qui brouillent les frontières de l'assurance avec des offres qui transcendent, qui traversent le secteur de façon horizontale. Eh bien, tous les régulateurs autour de la table de l'IAIS ont bien conscience qu'il y a une tendance qui émerge, une tendance à laquelle il faut réagir de façon très sérieuse. Et de fait, au sein de l'IAIS, ces dernières 2 années et demie, nous passons des ressources relativement limitées, parce il reste encore beaucoup de choses à faire sur des dossiers encore ouverts, mais des ressources donc qui sont allouées pour mieux comprendre ces tendances, la réalité de ces tendances, et aider les superviseurs à y répondre et pour mieux comprendre quelles sont les pratiques mises en œuvre par ces superviseurs. Et aujourd'hui, nous sommes en cours d'élaboration d'une nouvelle stratégie post-2019, après donc la réalisation des réformes sur le capital et la résistance des capitaux.
Et nous voulons élaborer un nouveau plan stratégique afin d'explorer ces nouveaux défis et ces nouveaux objectifs. Donc, nous avons pris en compte et reconnu donc, ces problématiques et le besoin des superviseurs de répondre à cela. Dans le paysage actuel, et la situation varie en fonction des régions du monde en termes de réponse des régulateurs de façon intéressante. La plupart d'entre nous travaillons dans des économies avancées et évoluons dans des sociétés, des économies avancées depuis plusieurs décennies. Mais dans le marché de l'assurance, ce sont les marchés émergents en fait qui se sont montrés les plus innovants dans ce domaine initialement. La Chine, l'Afrique du Sud. Donc, en fait, les économies avancées dans le secteur de l'assurance, en fait, se trouvent en mode de rattrapage derrière ces régions. Et la même chose se produit du côté des superviseurs. Initialement, autour de la table, donc, de l'IAIS, ce sont les superviseurs des marchés financiers qui se sont les premiers penchés sur les insurtech, les sociétés technologiques de l'assurance et ce qu'ils pouvaient jouer comme rôle sur le marché assurantiel. Donc ça a été effectivement un enseignement intéressant. Donc en ce qui concerne la variété de démarches qui sont adoptées et mises en œuvre autour de la planète, je pense que ce que j'ai constaté est tout à fait en phase avec une remarque qui a été faite lors de la première table ronde en ce qui concerne les mandats dont les uns et les autres ont à répondre. Lorsque le mandat d'un superviseur assurantiel inclut l'innovation et la concurrence, eh bien, on constate que les superviseurs assurantiels ont élaboré des bacs à sable, des sandbox et des hubs d'innovation. Et mon homologue, je suis régulateur prudentiel avec la Banque d'Angleterre, et la FCA est le régulateur au Royaume-Uni des marchés financiers, et c'est mon homologue, donc, et a été en fait le premier en Europe à élaborer cette démarche de sandbox, de bac à sable et de hub d'innovation. Ailleurs, dans le monde, on a constaté en Asie, par exemple, Singapour, par exemple, le régulateur s'est révélé très actif dans ce domaine avec des responsabilités en matière d'innovation, de compétitivité. Alors, si on prend un autre angle que la digitalisation, pour rebondir sur les échanges que nous avons eus un petit peu plus tôt, eh bien, ma perception est très similaire à celle de Gabriel. À savoir, la croissance des marchés, la croissance économique sont des objectifs d'une très très grande importance au niveau national et international pour les entreprises et pour les sociétés. Bien entendu, des objectifs de politique publique sont portés par les gouvernements et les ministères des Finances et nous passons beaucoup de temps à promouvoir la croissance économique dans nos actions. Et eux également, et dans leur politique économique, ils ont tendance à déléguer la stabilité prudentielle et financière et la supervision prudentielle aux régulateurs et aux banques centrales, y compris dans les aspects de politique monétaire. Quelles en sont les raisons? Eh bien, essentiellement, ils ne veulent pas entrer dans un cycle politique où toutes les exigences sont ciblées sur la croissance et les emplois. Et donc, ils ont mis en place ces régulateurs pour se protéger contre cela. Et les logiques derrière cela est que si la stabilité financière n'est pas assurée sur les marchés, vous avez donc des retours de bâton. Et n'oublions pas les 10 années de crise très dures qui ont fortement affecté les finances publiques. Et les régulateurs sont bien placés pour y répondre
et promouvoir la productivité, ce que les économies appellent la la compétitivité réelle des économies vis-à-vis des autres, la compétitivité via l'assouplissement des normes réglementaires ne stimule pas une vraie compétitivité et en fait est contraire aux objectifs poursuivis par les régulateurs indépendants. Donc je pense que parmi mes pairs régulateurs, autour de la table de l'IAIS, il y a un certain nombre de régulateurs, notamment les régulateurs prudentiels, qui ont des avis très très forts sur ces questions et prennent des positions très fortes dans ces domaines, mais sont très prudents pour avoir des positions qui soient très neutres au niveau des solutions technologiques et notamment pour les régulateurs de comportement stimulent les innovations sécurisées par le biais des démarches de bac à sable de sandbox. Il est important qu'ils soient sécurisés selon leur avis pour protéger les consommateurs. C'est ce que nous constatons. En ce qui concerne les défis et les enjeux que nous constatons pour les régulateurs assurantiels, tout d'abord, laissez-moi être direct ici et honnête. Les régulateurs ont tendance à suivre les évolutions des marchés des acteurs. Nous pouvons innover en tant que régulateurs, comme l'a fait la FCA britannique, en mettant en œuvre un premier exemple de bac à sable, de sandbox, mais nous ne pouvons pas innover en matière de règlement des marchés. Donc nous devons être des suiveurs, c'est nécessaire. Et c'est pertinent. Donc ce que nous allons constater, probablement avec un effet retard, et c'est pour cela qu'il est extrêmement important de parler non seulement aux entreprises d'assurance conventionnelle, mais également aux entreprises de technologie dans le domaine de l'assurance, et que les technologies prennent de plus en plus d'importance, et les régulateurs bancaires notamment pensent de la même manière, et je suis d'accord avec Omaira, sachant que je suis dans ce secteur depuis très très longtemps. Donc ça, c'est un premier point. Nous devons comprendre les raisons pour lesquelles certains des fournisseurs de services, certains des opérateurs ne sont pas réglementés aujourd'hui. Et ce n'est pas une attitude classique. Et au sein du secteur technologique, les entreprises nous approchent, dialoguent avec nous, nous sommes utilisés en tant que régulateurs. Les autorités parlent aux dirigeants des entreprises qu'ils régulent, mais ce n'est pas le cas si je veux entrer en contact avec des gens comme Jeff Bezos. Donc il y a des problèmes de ce côté, d'être en contact direct avec les dirigeants de ces sociétés technologiques parce qu'elles ne sont pas couvertes. Un autre point dont nous avons déjà parlé, c'est l'évolution et le développement de la segmentation et de la tarification personnalisée. Tout le monde en a parlé ici. C'est un défi et ça met en danger le modèle de mutualisation. Et alors, d'un autre côté, si des services sont offerts à des personnes âgées qui n'avaient plus accès à de l'assurance automobile et on leur offre un accès à une assurance automobile aujourd'hui, c'est un domaine qui peut m'intéresser d'ailleurs personnellement, ou en tout cas qui va m'intéresser dans quelques années, n'est-ce pas? Ainsi que chacun d'entre nous. Eh bien, c'est très bien. D'un point de vue social et sociétal, mais qu'en est-il des assurés à haut risque qui seront exclus de ces offres? Et quelles seront les implications en matière de politique publique d'inclure ces catégories de clients? Certaines de ces problématiques n'ont rien de récent et n'ont rien à voir avec la digitalisation. Nous les avons au Royaume-Uni, ces problématiques où les propriétaires de maisons dans des zones inondées n'ont pas pu
se faire assurer. Et nous avons eu ces problématiques au Royaume-Uni également après les attentats terroristes. Donc les gouvernements doivent trouver des moyens, par exemple avec l'exemple des inondations au Royaume-Uni, d'inciter les assureurs à créer un fonds assurantiel et à s'engager pour assurer ces victimes des inondations et assurer leur réassurance. Mais ceci a demandé une intervention des pouvoirs publics. Et je me demande quels autres types d'interventions pourraient être envisageables pour traiter des autres problématiques lorsqu'on parle de la segmentation et de la personnalisation, et quelles seraient les implications fiscales et budgétaires. Une autre problématique a aussi également été abordée, c'est la segmentation de la chaîne de valeur. Et essentiellement, nous le constatons notamment dans la gestion de sinistres, les activités commerciales et marketing, et moins dans les activités de souscription. Mais ça se produit déjà dans certaines activités de souscription. Donc, la question est qu'est-ce que ça signifie en termes de périmètre réglementaire. Et certaines personnes parlent de réglementations qui soient fondées sur les activités plutôt que des réglementations qui soient fondées sur les entités ou sur les entreprises. Mais c'est une évolution difficile parce que, en fait, ce sont des entités juridiques qui sont supervisées et contrôlées et non pas des regroupements d'entités via leurs activités. Mais c'est une vraie problématique. Et donc, c'est une problématique à laquelle nous, régulateurs, devons réfléchir de façon très, très sérieuse. Alors, un autre domaine où la problématique pourrait devenir systémique est l'accroissement des réservoirs de données hébergés sur le cloud et le contrôle des GAFA sur ces réservoirs de données. Est-ce que ces trois entreprises, les GAFA, sont considérées comme des entreprises systémiques? Comment est-ce qu'on les régule, ces géants du cloud? Est-ce qu'ils deviennent des utilités, des utilities qui sont régulés? Qu'est-ce que nous faisons de ces acteurs et de ces nouvelles pratiques? Dans la plupart des économies avancées de l'Europe de l'Ouest, la démarche a été de se focaliser encore et toujours sur les assureurs et de les tenir responsables de la relation qu'ils entretiennent avec les entités auxquelles ils délèguent et externalisent des services. Mais qui a le pouvoir, qui a la responsabilité, où se tient le curseur? La privauté, la confidentialité des données, le partage des données en tant que problématique, nous en avons parlé, l'intelligence artificielle bien sûr, et les algorithmes qui manquent de transparence sont un autre problème. Et au final, cette problématique d'algorithme qui améliore la prévisibilité via la corrélation plutôt que le rapport de cause à effet. Qu'est-ce que ça signifie en termes de transparence des données individuelles et personnelles? Disons, je suis quelqu'un de très très pauvre, de très bas revenus, mais je suis un très bon conducteur. Mais parce que mon score de solvabilité ou de crédit se corrèle dans de grands échantillons très bien avec ma capacité de conduite, j'ai une prime d'assurance qui est très élevée. Qu'est-ce qui peut être fait pour moi? Peut-être que les solutions télématiques pourraient m'aider sur cette problématique. Mais cela donne lieu à un grand nombre de problèmes sociaux aussi, à suffisamment de transparence pour moi, pour que je comprenne pourquoi j'ai une prime particulière et pour moi, comment je peux faire en sorte qu'elle soit réduite. C'est une question de conduite, de comportement qui est très importante. Alors, il y a des tas d'autres problématiques. Il y a énormément de travail à faire pour nous, les superviseurs, pour répondre à ces questions sur les différentes pratiques avec lesquelles on a affaire. Mais je m'en arrête là, car je pourrais toute la journée vous en parler. Sur le plan de la cybersécurité, des cyberrisques, à présent,
Comme cela a été dit, parmi de nombreuses firmes financières, c'est leur risque numéro un. C'est très intéressant du point de vue de l'autorité de contrôle du régulateur, car en fait, normalement, on a à traiter avec une sorte de résilience financière. Bien sûr, on est intéressé par les risques opérationnels, mais nos travaux, c'est surtout sur la solvabilité. Donc, il est clair que nos incitations ne sont pas en harmonie avec le marché. Nous, on aimerait que les assurés aient plus de capitaux qu'ils ne souhaitent de leur côté, et notamment de le côté des firmes. Et qu'en est-il des résiliences en termes de cyber-résilience? Est-ce que cette tolérance non conforme, pas en harmonie? Eh bien, peut-être par rapport à des questions liées au cloud, mais ce n'est pas encore très clair. Dans quelle mesure nos incitations ne sont pas en harmonie? Il y a beaucoup d'incitations privées pour se protéger contre tout ce qui est cybersécurité et risque. Et on développe bien sûr notre approche en termes des compagnies d'assurance. Et pour ce qui est maintenant du système de paiement, les incitations, les encouragements ne sont pas du tout harmonisés. Et par rapport aux tests de résistance en matière de cyber risque, etc., c'est un domaine vraiment qu'il va falloir approfondir nettement de mon point de vue. Sur tout ce qui est cyber, protéger les firmes contre les attaques, les cyberattaques, d'un point de vue réglementaire, c'est un thème commun pour tous les secteurs. Les banques, l'assurance, la gestion d'actifs, etc. Tous sont impliqués là-dedans. Cependant, ce qui est spécial par rapport aux régulateurs de l'assurance, c'est, on vient d'entendre parler du succès de Lloyd's, mais les opportunités qui existent énormément, y compris en Europe, c'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose par rapport aux cyber-risques. Nous, en tant que superviseurs, la question est, est-ce qu'ils ont les bonnes données pour le faire? La plupart des tarifications, de ce que je sais, c'est basé sur des techniques dites quantitatives. Et par conséquent, quelle est la robustesse du tarif et qu'est-ce que cela implique par rapport au partage de données dans un domaine qui est extrêmement sensible, également du point de vue de la sûreté de l'État? Donc, je m'en arrête là. Merci beaucoup. Merci, Vicky. Beaucoup de défis, d'enjeux, beaucoup de travail, effectivement. Il y a une notion qui a été récurrente et donc une question très importante, c'est la démutualisation et le fait qu'à travers la personnalisation des primes, certains ne pourront pas se permettre d'avoir une prime, même si les primes ne reflètent pas toujours les risques. Venir vers vous, Monsieur de Villeneuve, comment voyez-vous ce thème de démutualisation, le fait qu'il y aura des personnes qui vont avoir à payer des primes très élevées, pas nécessairement dues à des conditions il ne faut pas nécessairement que ces primes reflètent les conditions de la personne même, mais qu'elles soient dues à des corrélations. Comment voyez-vous que les assureurs devraient adresser ce sujet, surtout la société? Comment pensez-vous que la société peut réagir ou doit réagir à cause de ça? Merci pour cette question. Vous l'avez abordée parce que c'est un vrai sujet donc éthique et social. Ouais. Quoi de plus équitable que de faire des offres personnalisées, tenant compte donc des différences de risques entre des assurés gérés au sein d'une même mutualité. Alors, si en plus les risques que nous assurons dépendent pour partie du comportement donc, des assurés, cette approche apparaît tout à fait vertueuse puisqu'elle incite effectivement à la prévention. Ceci étant, vous le soulignez, une personnalisation poussée à l'extrême peut conduire à des problèmes. Il faut donc s'attacher à fixer les limites au niveau des données utilisées et des limites en matière de tarification. Alors, sur les données, c'est très clair. Il existe en Europe donc, le règlement général de protection des données. Nous devons les appliquer.
et éviter oui, strictement, d'utiliser à des fins de tarification individuelle des données touchant à l'intimité des assurés. Ceci étant, j'en profite, cette exigence normale ne doit pas bloquer le transfert d'informations sous forme anonymisée aux assureurs pour leur permettre de suivre l'évolution des marchés. Et par ailleurs, je pense qu'il serait normal aussi d'accepter des exceptions pour des capitaux garantis élevés, comme ça se passe, comme c'est accepté dans plusieurs pays, dont la Suisse. En ce qui concerne la tarification, bien entendu, il faut que l'on fasse des tarifications qui n'aboutissent pas à de la discrimination, c'est ce que vous avez évoqué, pour des personnes qui seraient donc écartées de toute protection pour des raisons donc indépendantes de leur volonté. Alors, compte tenu des précautions que j'ai prises sur les données, je pense que nous devrions être capables, la plupart du temps, d'assurer des mutualités assez larges et éviter les problèmes de discrimination. Ceci étant, pour certaines situations, pour certaines garanties sur lesquelles une segmentation trop forte pourrait aboutir à des cas particuliers, eh bien, il y a toujours des techniques de solidarité que l'on peut mettre en place sous des formes plus ou moins variées. Bon. Ayant sans doute répondu à votre question, je voudrais peut-être en profiter pour réaborder un point concernant l'asymétrie de l'information, parce que vous l'avez abordé, l'asymétrie de l'information. Alors, le bon sens fait qu'avec plus de données, on peut croire qu'il y aura moins de fraude. Mais soyons vigilants, puisque les assurés auront sans doute pour des raisons de protection de données des informations que n'auront pas les assureurs, et avec une plus grande personnalisation des offres, il est fort possible que les assurés soient tentés de jouer avec leurs données de façon à pouvoir bénéficier des offres des meilleurs risques. Donc je crois qu'au contraire, il va falloir qu'on soit de plus en plus vigilant. Ayant beaucoup assisté, et puis ça correspondait à votre question sur la personnalisation accrue de nos offres, je crois que je profite de l'occasion pour dire qu'en parallèle de cette évolution, nous devrions avoir un développement de produits paramétriques dont les prestations sont totalement indépendantes des assurés, mais les prestations dépendent de facteurs externes aux assurés, comme, je ne sais pas, le nombre de jours d'ensoleillement sur les lieux de vacances, des retards de train, etc. Et ça, c'est bien une évolution consécutive à la richesse de données que nous allons avoir par rapport au passé et la fiabilité de ces données. Donc, la personnalisation, je pense que c'est une très bonne chose, donc tant mieux que ce puisse se développer, mais j'espère bien que collectivement, nous ferons en sorte de continuer à pouvoir favoriser l'un des objectifs qui me paraît majeur pour nous tous, à savoir l'accessibilité à l'assurance au plus grand nombre. Merci, merci. I would like to come back to you. J'aimerais revenir à vous, chère Ian. Vous m'avez rendu curieuse lorsque vous avez expliqué la numérisation et ce que vous faites chez Lloyds. Vous avez donné quelques exemples de ce que vous faites pour tout ce qui est assurance des entreprises. Est-ce que vous estimez que c'est une évolution incrémentale par rapport à votre modèle économique ou alors c'est une rupture? J'aimerais ensuite demander à Homaira qui parle d'un tsunami. Et comment est-ce que vous envisagez les choses? Bon, on sort un petit peu du sujet si vous êtes d'accord. Donc, à la base, vous saurez que le marché de l'assurance a marché à 304 ans et cette façon de faire du business n'a pas beaucoup changé depuis les 300 ans passés. Mais ce qu'on fait en tout cas, c'est qu'on a des programmes de modernisation dans tous nos marchés et on a 350 firmes qui travaillent ensemble pour numériser le processus d'assurance. On pourrait dire que c'est un prolongement de ce qu'on fait à cela. Il y a une bonne raison à cela, car en fait, il y avait eu des décennies d'échecs tout le long. Donc, il a fallu qu'on fasse en sorte que 350 firmes croient que ça peut se faire. On utilise donc des nouvelles technologies
Et on travaille avec le blockchain qui peuvent travailler avec IMT, avec l'intelligence artificielle pour ramener les marchés sur la première marche. Donc on a amélioré la façon, donc on déplace de l'argent, on a numérisé le processus de souscription, on a développé des standards de données qui sont mondiaux, pas uniquement sur notre marché, et également on a amélioré la façon dont on traite avec les partenaires dans le monde entier. On est 4500 autres assureurs qui souscrivent de l'assurance pour notre compte. Donc tout cela, c'est ce qu'on a fait. Et lorsqu'on vous travaillez avec vos concurrents de si près, eh bien, il faut en quelque sorte dire exactement quel est l'avantage concurrentiel et ce qui ne l'est pas. Donc, il faut fixer les limites. Donc, on a bâti des infrastructures de données et de technologies sur lesquelles tout le monde peut faire des choses. Et on a travaillé ensemble en tant que marché pour avoir des processus commun et on a travaillé avec nos partenaires de logiciels pour pouvoir nous amener au niveau supplémentaire, au plus haut. Mais ensuite, chaque courtier ou partenaire font leurs choses de leur côté. Lloyds, par exemple, on a travaillé de notre côté sur le changement de nos processus en utilisant machine learning et l'intelligence artificielle, des conseils qu'on reçoit des régulateurs. On amène cela aux prises de décision. Récemment, on a ouvert un laboratoire. Et depuis 3 ans maintenant, on a travaillé de façon très active avec des centaines de questions. Et plus récemment, on a scannalisé l'ensemble du marché. On a sélectionné 200 textes d'assurance et qu'on réduit à 10. Et dans notre marché, on a trouvé des thèmes, y compris un thème de wildcard qui nous disent qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Et on a 10 partenaires avec 40 ans des compagnies d'assurance dans notre marché pour avoir des prototypes actifs sur les 10 prochaines semaines. Et ce sont des partages de données, de processus d'affaires, et puis également travailler sur l'ensemble de notre réseau international. C'est là, on ne pourrait pas le faire, alors qu'on avait 300 ans de traditionnel. Maintenant qu'on a les données et l'infrastructure numérique, eh bien, c'est là, croyez-moi, il y a une expansion qui est très rapide actuellement. Et ça a été beaucoup plus lent d'amener le marché jusque-là. Oui, c'est un moment, c'est comme le nouveau printemps. Bien sûr, je ne voulais pas que chaque assureur n'est pas à la pointe des choses. Mais en général, les compagnies d'assurance sont un petit peu en retard par rapport aux banques. En tout cas, ce que je voulais souligner également, c'est qu'il y a 2 choses qu'on constate qui sont très intéressantes et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez et comment vous traitez avec la chose suivante. Eh bien, lorsqu'on regarde différents secteurs de près, et les consommateurs sont en train de changer, les choses changent chez les consommateurs. Par conséquent, il faut avoir de nouveaux modèles pour l'assurance, par exemple. Le partage de type Airbnb, partager les vélos et cela. Comment assurer cette économie de partage et ces nouvelles choses qui se produisent autour de nous? C'est là où il y a des startups qui trouvent ce qu'il leur faut. Ils trouvent de l'assurance à la demande, ils le font très vite, ils s'occupent des sinistres très rapidement ou les suppriment rapidement. En deuxième lieu, par exemple, tout ce qui est dans l'automobile. Je vis à Dallas et j'ai pas de voiture. Et les Américains, lorsque je dis cela, ils me disent « tu dois être folle ». Et je suis folle, peut-être, mais je pense qu'on va voir de moins en moins de personnes détenteurs de voitures et ça va être spectaculaire. Bon, c'est vrai que je suis un premier adopteur de cela. Je loue une voiture que j'en ai besoin. Je fais de l'Uber partout. Je suis une des plus grandes usagères d'Uber. Donc, à partir de là, lorsqu'on voit tout cela et tout ce qui est les véhicules autonomes, comment vous assurez toutes ces choses-là? Il y a des startups qui se lancent là-dedans et abordent ces questions très rapidement par rapport à des compagnies d'assurance qui y réfléchissent, en parlent, font des hypothèses, mais n'arrivent pas à essayer ces choses-là. Donc à partir de là, ce sont des opportunités des compagnies d'assurance que les assureurs laissent sur la table et s'en occupent pas. Et c'est pareil pour les banques. Il y a la cannibalisation. Vous faites beaucoup de marge sur la façon dont vous faites les choses. La question est comment transformer les choses, comment se déplacer vers autre chose. Et finalement, Netflix a été mentionné. Et Netflix
ils ont une telle valorisation, c'est parce qu'il y a une cannibalisation et une chute à un moment donné. Ils se sont dit on va cannibaliser, même si on fait beaucoup de marge. Il y a un streaming de médias. Donc comment est-ce que vous traitez cela? Je ne sais pas si vous avez des réponses à ces nouveaux modèles, à des nouvelles choses qu'on voit autour de nous et il faut y réagir. Et ça va très très vite. Je pense que ce n'est pas uniquement Lloyds qui est au centre de tout cela. On a plusieurs syndicats qui se spécialisent dans les véhicules autonomes et on était premiers à assurer les avions, etc. D'une manière générale, lorsqu'il y a quelque chose qui est bizarre et risqué, c'est quelque part Lloyds qui doit s'en occuper. Donc déjà, c'est le cas. Mais c'est difficile, croyez-moi, lorsqu'on réfléchit aux véhicules autonomes, s'il y a quelque chose qui ne va pas, qui est responsable? On a récemment un problème avec cela. Est-ce que c'est le logiciel? Est-ce que la voiture qui ne fonctionnait pas bien? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui, lorsque la personne lisait un livre, au lieu de s'occuper de ses freins, par exemple, alors qu'il y a une personne qui lisait quelque chose et qui traversait, par exemple, la rue. Donc il y a ces difficultés qu'on rencontre, mais je suis d'accord avec vous, on en a parlé du côté cyber. Les assureurs doivent non seulement envisager les technologies par rapport à ce qu'ils font et comment faire les choses mieux. Et vous avez mentionné énormément l'espace des consommateurs. Il y a beaucoup d'opportunités là-bas. On est tous des consommateurs d'assurance. Est-ce qu'on interagit, on communique tous avec nos assurés dans la façon la plus numérisée? La réponse est non. Et c'est une opportunité pour nous en termes de l'espace commercial, comment on travaille mieux également. Mais ces technologies émergentes, Lloyds a la chance d'avoir la marque qu'elle a, mais il y a une plus grande opportunité, comme j'en ai parlé, sur la cybersécurité. Il faut qu'il y ait plus de pénétration dans ces marchés de l'assurance et qui ne connaissent pas tout à fait bien les risques et quel pourrait être le dommage occasionné. Merci beaucoup. On n'a pas beaucoup de temps, donc j'aimerais maintenant ouvrir cela aux questions. Est-ce qu'il y a des questions que vous avez de la salle pour nos intervenants? Yes, please. S'il vous plaît, présentez-vous, s'il vous plaît. Magzaka, du Liban. Bon, c'est certain que l'assurance, par le biais des outils informatiques, bon, ça bouge, mais j'aimerais revenir à la cybersécurité. Si vous écoutez les sociétés américaines qui s'assurent en matière de cybersécurité, tout d'abord, bon, c'est pas si facile que cela de se couvrir par rapport à cela. Et si vous parlez maintenant des sinistres, ils disent, voilà, on ne sait pas comment on va régler les sinistres. On doit aller peut-être au tribunal et là, on va voir. On ne connaît pas, on n'a pas d'exemple concret. Donc je me demande comment la cybersécurité ici et l'assurance qui est associée va continuer à fonctionner par rapport à cela. Chérine, tu voulais peut-être en dire quelques mots et peut-être... vous parlez du cadre juridique et comment les consommateurs sont couverts par rapport à cela. Oui. Bon, c'est pas vraiment mon domaine de prédilection, mais par rapport à nos perspectives, il faut faire très attention par rapport aux pays dans lesquels nous opérons, car le cadre juridique doit couvrir le client et nous avons les régulateurs qui sont là également pour aider dans des domaines un peu plus développés. Mais bon, les assureurs doivent s'assurer qu'eux-mêmes sont assurés pour assurer les assurés dans certains pays où les infrastructures ne sont pas aussi développées. Bon, voilà, on ne veut pas s'implanter là-bas parce que très souvent, les sinistres ne sont pas bien évalués. Quelque chose, vous allez devoir y mettre de votre poche, là où vous ne devriez pas y mettre de votre poche. Et donc, pour moi, cela vraiment dépend de l'implantation là où vous opérez, en fait, et les régulateurs et le cadre juridique. Donc peut-être quelqu'un s'y connaît peut-être un peu plus pour vous donner une réponse un peu plus complète. Voudriez-vous rajouter quelque chose? Je suppose que... Bon, je suis d'accord. J'abonde dans votre sens. Ceci étant dit, je suppose que c'est lié à la problématique que j'avais mentionnée tout à l'heure, c'est-à-dire que la souscription cyber représente quelque chose de nouveau comme domaine, un domaine qui connaît une certaine croissance, et je me focalise davantage sur des problématiques plus que les standards. Bon, bah, en fait, il nous manque des données quand même, et je pense que la question de monsieur portait sur le manque de passé juridique ici. Bon, même s'il existe un cadre juridique ici,
cette juridiction, en fait, c'est le manque de juridiction aussi, et la façon dont le cadre juridique va être mis en œuvre, et bon, il y a quand même encore un point d'interrogation. Donc on a besoin du cadre juridique, primo, ça c'est sûr, et ce cadre doit être robuste. Et ensuite, les régulateurs, le soutien des régulateurs maintenant, DESIO, c'est vraiment un nouveau domaine ici. Et il y a des risques auxquels sont exposés les clients. Et les assureurs également qui souscrivent dans ce domaine. On a abordé le problème du business model de l'assurance et puis on vient d'aborder un autre sujet. Dans les deux cas, je souhaiterais insister sur le fait que on va passer sans doute d'un modèle curatif à un modèle préventif. Oui. Et que la prévention va devenir dans le domaine de l'assurance un élément très important grâce à la richesse des données dont nous allons avoir. Et quand on sait que la prévention peut réduire très fortement la sinistralité, donc le coût de la protection sociale, supporté tant par les secteurs publics que par les opérateurs privés. Je crois que c'est un véritable objectif collectif, avec, j'espère, un appui des aspects réglementaires. Merci. Merci. Just to add to that. So that... Oui, bon, c'est un nouveau modèle d'affaires et l'assurance en tant que service et la prévention des risques. Et si on veut comparer cela aux white goods, les biens blancs, bon, est-ce que j'achète de la maintenance pendant 3 ans, oui ou non? Et s'il y a quelque chose qui tombe en panne ou qui ne fonctionne pas, est-ce que je vais en racheter un nouveau? Je pense que c'est exactement cela dont on parle. C'est-à-dire que c'est un modèle, en fait, c'est le modèle de prévention de risque avec les leakbox, par exemple, va devenir quelque chose de très concret. C'est une autre façon de mettre en place un modèle d'affaires auquel on doit réfléchir ici et qu'il faudra chiffrer également. Nous avons une question similaire ici de la part du public concernant la cyberassurance. Les enjeux sont très élevés. En tant qu'assureur, comment peut-on se comporter pour vraiment appréhender cela? Coassurance, la réassurance et la prévention dans tout cela. Est-ce qu'elle jouera un rôle ici dans le cadre de la cyberattaque? Comment pouvons-nous vraiment éviter les cyberrisques? Évidemment, ça représentera un grand levier. Il faut vraiment mettre le niveau des gènes au bon niveau, évidemment. Oui, oui. En fait, c'est un travail, une formation continue ici. Y a-t-il d'autres questions de la part du public? Pour SPAC l'assurance. J'ai une question pour vous, monsieur. Vous nous expliquez que demain, la prévention peut nous permettre d'améliorer des tas de choses, mais est-ce qu'on ne se dirige pas vers une société unique où finalement les assureurs dicteraient ce qui est un bon comportement, à savoir celui qui ne fume pas, qui va courir 3 fois par semaine, qui ne boit pas du tout d'alcool, etc., etc. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a quand même un modèle sociétal un petit peu dangereux, à mon avis? Merci de soulever ce problème. Indirectement, tout à l'heure, j'avais déjà anticipé un peu ce type de préoccupation, d'interpellation, en rappelant que nous sommes soumis tout de même au règlement général de protection des données. Maintenant, en aucun cas, les assureurs vont avoir des actions qui puissent être mal perçues par leurs clients. Bon. Donc, c'est à nous de fixer les bonnes limites. Ceci étant, sans aller aussi loin que ce que vous évoquez, je pense qu'avec beaucoup de bon sens, nous pouvons apporter un véritable service à nos assurés qui ne leur pose aucun problème à titre individuel, mais qui, au contraire, peut générer une sous-sinistralité, ou plutôt une forte réduction et une protection pour eux. Et donc, dans ce cadre-là, je pense que c'est un véritable objectif auquel nous pouvons nous attacher. Merci. Merci. We have one more question. Nous avons une question supplémentaire. Je pense que c'est une question importante. Le rôle des plateformes en ligne, quel rôle vont-elles jouer dans le secteur de l'assurance? Peut-être vous pourriez nous dire ce que vous en pensez. Je pense qu'ils vont jouer un rôle très important avec le temps, dans la durée. Je pense que voilà, maintenant, ils sont en train de mesurer un peu les choses. Peut-être que vous êtes consciente que Amazon a acheté une société de Ring pour $1 milliard. Ils ont acheté Ring, pourquoi? Afin d'avoir leur main sur cette technologie caméra. Mais également de mettre leurs pieds dans le secteur de l'assurance, pour les smart homes, les logements intelligents. Bon, c'est plutôt l'assurance, la sécurité, évidemment, les préventions, la prévention des risques et ensuite l'assurance.
Et donc, voilà, il y a une semaine, les voyageurs annonçaient qu'ils venaient voyager. C'est Quantum Home 2.0, en fait, qui vient d'être introduite, assurance pour les logements. Ils ont ouvert donc une vitrine sur Amazon, et lorsque vous cliquez là-dessus, vous voyez qu'ils vendent la caméra Ring ou le logement intelligent à l'Anexa. Et donc, comme fait exactement la même chose aujourd'hui, ils travaillent avec une société d'assurance Hippo, et c'est la même chose. Ils offrent également de la sécurité, des services au niveau de la sécurité, et lorsque vous cliquez là-dessus, ils vendent également de l'assurance. Donc, en fait, voilà, concernant ces grandes plateformes maintenant qui menacent tous les secteurs, dans tous les secteurs industriels. Et souvent, les gens pensent qu'ils sont beaucoup plus puissants que Fintechs ou InsurTechs ou d'autres joueurs technologiques. L'acquisition client ne leur coûte pratiquement rien, ne leur coûte rien, c'est complètement fou, car voilà, les clients sont là, ils ont confiance en eux, ils travaillent avec eux, donc voilà, ils capitalisent là-dessus et peuvent générer une petite marge, qui représente quand même une grande marge, parce que voilà, les coûts acquisition client, c'est égal 0 à 0. Donc en fait, il faut ouvrir nos yeux ici. Et voilà, c'est les clients qui leur font confiance parce qu'ils ont beaucoup d'interactions avec les clients, ils savent ce que les clients veulent et peuvent vraiment jouer là-dessus. Absolument. Des marketplaces, sur lesquels je vais revenir après. Tout ce qui est online est absolument incontournable, puisque de plus en plus, il faut en amont des souscriptions pouvoir expliquer, informer, éduquer. C'est absolument indispensable. C'est le bon moyen de donner confiance aux souscripteurs potentiels. Par ailleurs, le online permet de suivre les contrats et facilite la gestion en cas de sinistre. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. En ce qui concerne la souscription, soit les produits sont très simples, et auquel cas, ça peut être un bon moyen, effectivement, d'offrir la souscription à des personnes. Si c'est plus complexe, à ce moment-là, on rentre plutôt dans un schéma hybride, puisque pourquoi voulez-vous qu'un assuré pour un produit relativement complexe, qui aurait un lien de confiance avec un agent général, avec un courtier, avec un banquier, se prive de ses conseils pour aller auprès d'un nouvel intermédiaire, sauf à ce que cette nouvelle intermédiaire puisse offrir des produits nettement plus avantageux. Mais ce n'est pas du tout évident. Voilà. En ce qui concerne les marketplaces, moi je crois que là aussi, ça peut être une bonne opportunité de développer l'assurance dès lors qu'il y a un lien facile à comprendre et facile à mettre en œuvre entre l'assurance proposée et le produit acheté, comme l'extension de garantie par exemple. Mais pour la plupart des autres produits qui nécessitent des explications, des liens de confiance, etc., ça ne me paraît pas totalement évident que l'assurance puisse se développer dans ce cadre-là. Merci beaucoup. Merci Pierre, merci au panel pour toutes votre remarques très intéressantes et pour la bonne discussion. Merci à l'audience et please join me in thanking the panel.